Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Penser le temps présent. Collection Penser le temps présent. Cette collection a pour ambition de proposer au lecteur un ensemble de travaux, études et essais, portant sur les thèmes d'actualité ou aptes à éclairer les grands événements du temps présent. Déjà paru. Conti Bartolomeo, L'islam en Italie. Les leaders musulmans entre intégration et séparation, 2014. Gabrieloyhamburu, Cataline, du nationalisme au terrorisme basque, 2014. Cos, Jean-Pierre, Alain Juppé et le Rwanda, 2014. Lacosta Pascal, États-Unis, Europe, Chine. Des États au cœur des crises financières et économiques mondiales, 2013. Nasraoui, Mustapha, Le migrant clandestin, le paradoxe de l'être et de la société, 2013. Citation. Mon cœur est devenu apte à revêtir toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles. Et monastère pour les moines chrétiens. Temple pour les idoles. Et Kaaba pour le pèlerin. Il est l'étable de la Torah. Et le livre du Coran. Je suis le disciple de la religion de l'amour. Quel que soit le sentier que poursuivent ces caravanes. L'amour est ma religion et ma foi. Mohyedine Ibn Arabi, 1165 à 1240. Dédicace. À ma grand-mère et mes parents. Remerciements. Ce travail est une version remaniée d'une thèse de doctorat soutenue à l'Université Charles de Gaulle Lille 3, en octobre 2008. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à le réaliser. Madame Leila Babès qui a accepté la direction de ma thèse. Ses remarques pertinentes et ses critiques, toujours lucides, ont été très utiles pour finaliser ce travail. Monsieur Patrice Canivet, co-directeur de ma thèse, pour son soutien et ses précieux conseils, notamment en ce qui a trait à la pensée occidentale. Madame Danielle Delmer qui m'a accueilli durant les 2 premières années dans son équipe de recherche texte et interculturalité. Madame Joëlle Collier, directrice de l'école doctorale pour la bourse de mobilité qui m'a permis d'effectuer un séjour de recherche au Caire en 2007. Tous les membres de ma famille, en Algérie et en France, pour leur générosité et leur soutien enthousiaste. À mon épouse Siam qui m'a beaucoup encouragée à la publication de ce travail. Tous les amis qui m'ont apporté leur aide et soutenu à différents moments de ce travail, Hamdi et Moussa très particulièrement. Monsieur Belagdar Mezouar, professeur de sociologie à l'université de Tlemcen, dont j'ai apprécié tant ses conseils que sa grande amabilité. Transcription de l'arabe. Nous avons laissé aux mots les plus courants, tels que charia, djihad, fatwa, uléma, etc., leur forme francisée devenue habituelle. Quant aux noms propres d'auteurs arabes contemporains, nous avons respecté l'orthographe courante adoptée par les éditeurs. Ainsi Ibn Khaldun et non Ibn Aldin Abderrazik, et non Abd al-Razik, etc. Voyelle brève A, I, U. Voyelle longue A, I. Diphtongue AW, AI, YY, UWW. Introduction. Les concepts voyagent et il vaut mieux qu'ils voyagent en sachant qu'ils voyagent. Il vaut mieux qu'ils ne voyagent pas clandestinement. Est-il difficile, voire impossible de penser la laïcité, ou encore de l'appliquer dans un espace politique et culturel différent, quand il est admis qu'elle est et reste une exception française ou encore européenne occidentale ? Il nous paraît important de répondre à ce questionnement, avant d'avancer dans le traitement de notre sujet. Dans la pensée arabe, la question de la laïcité a fait son voyage avant l'adoption et la traduction même du concept. Dans la même période où le débat sur le rapport entre l'Église et l'État se crispait et déchaînait les passions en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, penseurs et ulémas arabes discutaient de la question du rôle de la religion dans la sphère publique. En 1903 déjà, l'idée de la séparation du politique et du religieux fut l'objet d'un débat approfondi, vif et animé, par 2 grands réformateurs arabes, Farah Hanoun, 1874 à 1922, et Mohammad Abdou, 1849 à 1905. Depuis, les écrits arabes sur la question de la laïcité ont été abondants.
Notre travail se veut une étude critique de ces écrits à partir d'une approche politique et sociologique. Pour ce faire, nous étudierons la question de la laïcité à partir des relations entre le politique et le religieux, en mettant l'accent sur la position des élites politiques et religieuses, du pouvoir politique et des institutions religieuses. Par politique, nous entendons, à la suite de Carl Schmitt, le regroupement qui se fait dans la perspective de l'épreuve de la force. Le politique, pour rejoindre la conception weberienne, est fondé sur le principe de l'autorité souveraine, exercée par une organisation administrative qui dispose de la menace et du recours à la violence physique légitime. Mais le politique ne se limite pas à l'État. Il ne s'exerce pas uniquement par l'État. Voilà pourquoi Weber entend par le politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir. Par religion, nous entendons comme Segertz un système de symboles qui agit de manière à susciter chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des conceptions d'ordre général sur l'existence et en donnant à ces conceptions une telle apparence de réalité que ces motivations et ces dispositions semblent ne s'appuyer que sur le réel. C'est à travers le rapport entre le politique et le religieux, l'État et la religion que la question de la laïcité est débattue. Comment cette question se pose-t-elle dans la pensée arabe ? Quels en sont les enjeux du point de vue sociologique et politique ? En quelle manière s'est construit le discours arabe sur la laïcité ? De quelle manière se distingue-t-il ? C'est dans cet axe de questionnement que se situe la présente recherche. L'intérêt de la pensée arabe pour la question de la laïcité est vaste. Comment penser la laïcité ? Quel schème d'interprétation du politique et du religieux les penseurs arabes mobilisent-ils dans leur discours sur la laïcité ? Comment s'engagent-ils pour ou contre la laïcité ? Cet intérêt provient pour une part de ce que la laïcité est un champ où s'affrontent les tendances politiques, idéologiques, religieuses. Les penseurs arabes contemporains ont souvent tendance à s'inspirer de l'expérience occidentale dans leur production sur les mouvements de sécularisation et de laïcisation. Définition de l'objet et présentation du contexte. Le concept, comme le définit Kant, est une représentation générale ou une représentation de ce qui est commun à plusieurs objets, donc une représentation en tant qu'elle peut être contenue en différents objets. Si le terme laïcité est apparu tardivement dans la langue française, 1871, sa définition qui consiste à désigner le caractère de ce qui est laïque, et ensuite, le caractère de neutralité religieuse, d'indépendance à l'égard de toute église et confession, n'est pas à vrai dire une exception française comme le répètent de nombreux auteurs. Si exception il y a, elle est dans l'intraduisibilité du terme, mais surtout dans l'antériorité de l'expérience française ainsi que dans le fait que la laïcité française touche particulièrement et essentiellement l'enseignement. La France a été le premier pays laïque. Mais il n'est pas le seul. En Turquie, État républicain, nationaliste, populiste, étatiste, laïque et réformateur, depuis 1937, le mot laïclık montre combien la laïcité française a été une référence fondamentale dans la République turque. Il est à remarquer d'ailleurs que le mot laïcité fut introduit dans la Constitution turque, presque une décennie avant son introduction dans la Constitution de la France, celle de 1946. La laïcité, écrit Maurice Barbier, apparaît comme une notion relative, négative et changeante. Elle n'a pas de contenu propre, positif et immuable. Pour Bruno Etienne, la laïcité est à la fois une idée abstraite, un concept, un mythe, une utopie et sans doute quelques autres choses encore. Bien entendu, ce n'est pas du mythe ni de l'utopie que nous discutons dans notre travail, mais de ces autres choses, liées aux questions qui intéressent les sociétés arabes telles que l'égalité, la modernité, les droits de l'homme, etc. Voilà pourquoi la laïcité, dans sa conception et dans son application, varie d'un État à un autre, et ce, selon les caractéristiques politiques, sociales et religieuses de chaque pays. Envisager la conception de la laïcité et sa place dans la pensée arabe amène à considérer les différentes modalités d'expression des langages politiques et religieux et, pour parler comme Bourdieu, de montrer le processus d'autonomisation du champ politique par rapport au champ religieux. La conception de la laïcité et son acceptation varient selon l'idée que chaque courant se fait de la relation entre le politique et la religion. De l'athéisme et de l'incroyance à de la neutralité,
de la liberté de conscience et de l'égalité au rejet catégorique de la religion et de l'excommunication, l'idée de la laïcité a fait son chemin sans cesser d'être un objet de revendication et d'action militante. Dans les sphères politiques et religieuses où, dès la fin du XIXe siècle, se rencontrent et se confrontent différentes doctrines et idéologies, l'enjeu était bien celui de la réforme, isla. Et réforme pour les ulémas, toute forme de renouveau et de revivification du patrimoine culturel et religieux. Bien que cette réforme intellectuelle et religieuse, dans son principe et dans son but, n'ait rien à voir ni avec la sécularisation, ni avec la laïcité, elle a contribué efficacement, grâce à l'influence de la pensée occidentale et sous l'influence des réformes ottomanes, à éveiller la conscience et à contribuer à l'avènement de l'esprit critique et la conscience moderne. L'anthropologue Talal Assa décrit que la conscience moderne est aussi une conscience laïque, une catégorie qui subsume une religion moralisée. C'est à partir de la conscience moderne, de l'idée de renouveau, de réforme, de liberté et d'égalité, que les penseurs libéraux ont à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, et ce jusqu'au début des années 1920, établi une nouvelle conception du rapport entre le politique et le religieux. Nous ne pouvons manquer de considérer avec égard, lorsque nous étudions la question de la laïcité, l'importante contribution des penseurs arabes réformistes qui, soucieux de l'état de décadence intellectuelle dans lequel se trouvaient l'islam et les sociétés arabes, ont donné à la laïcité un sens. Ce n'est pas d'anticléricalisme qu'il est question, même si certains penseurs comme Adib Isaac, 1856 à 1885, l'affichaient nettement, mais bien de la réforme et du changement qu'il s'agit. Ainsi se découvre l'idée de la laïcité. Une idée que les intellectuels, écrivains, politiques, hommes de religion et journalistes ont débattue depuis plus d'un siècle. Un trait fort remarquable dans le débat sur la laïcité chez les penseurs arabes est le nombre et l'importance des questions évoquées, développées et discutées autour de cette question. Il n'est pas seulement question des idées liées aux valeurs concomitantes de laïcité, liberté, égalité, neutralité et tolérance, mais aussi de modernité, de nationalisme et de développement politique, social et culturel. Comment ? Le débat sur la laïcité dans la pensée arabe représente une progression vers la libération de la raison et l'autonomisation des différents champs politiques, religieux, économiques et sociaux. Depuis un siècle, les mêmes questions font l'objet de divers débats entre laïcs et anti-laïcs. Ce qui est frappant, c'est le rejet viscéral de la laïcité par la grande majorité des penseurs arabes, y compris lorsque le concept est repris pour défendre l'idée de garantir l'indépendance de l'institution religieuse. Pourquoi ? D'où vient cette hostilité passionnée des ulémas et de certains écrivains et intellectuels, qui ne sont pourtant pas toujours issus du courant islamiste ? Pourquoi de nombreux penseurs modérés, nourris de la culture occidentale, sont-ils si méfiants à l'égard de la laïcité comme c'est le cas de M. Harkoun par exemple ? En soulevant ces questions, nous ne faisons que renouer avec le point que nous avons évoqué plus haut, à savoir le décryptage de la relation entre le politique et le religieux par rapport aux changements politiques et sociaux et ce, dans un contexte de réforme religieuse et intellectuelle. Délimitation du sujet. Parce qu'il est illusoire de saisir les idées et les écrits sur la laïcité, l'islam et le monde arabe dans leur globalité, il convient de circonscrire quelque peu le champ de notre étude. Concernant les thèmes abordés, nous avons choisi de limiter notre étude aux penseurs arabes. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, installés dans les pays arabes ou ailleurs, ces penseurs n'abordent pas toujours la laïcité d'une manière directe, mais le font en traitant des questions sociales et politiques, ce qui constitue néanmoins une contribution importante à l'approche de la laïcité. Le cadre conceptuel. Quelques définitions. Le cadre conceptuel dans lequel se déploie notre travail mêle différentes notions sociologiques, philosophiques et politiques, s'articulant autour de la laïcité et de la sécularisation. Avant d'aborder les définitions de ces termes, il convient de faire une analyse historique et sociale, non pas du contexte auquel ils sont liés, mais de quelques débats paradigmatiques. Henri Peña-Ruiz remarque qu'il est difficile d'établir une distinction entre sécularisation et laïcisation, là où la religion s'impose encore, comme c'est le cas pour les pays anglo-saxons. Cette difficulté s'explique tout d'abord par une surcharge sémantique,
et pas seulement par la différence des traits historiques, politiques, religieux qui caractérisent les pays anglo-saxons. Sur le caractère globalisant du concept de sécularisation, Jean-Claude Monod écrit qu'il a le charme de la précision, dû à sa provenance technique, ecclésio-juridique, tandis que son usage fort a la prétention de caractériser, de rassembler en quelques lettres le trait d'une époque, son mouvement de fond. La sécularisation serait à la fois la marque de l'époque moderne, ce qui fait sa singularité et son sens. Pour mieux distinguer les deux concepts, sécularisation et laïcisation, Jean Bobéro établit des définitions qui font référence au rapport société-religion pour le premier et État-religion pour le second. S'agissant de la sécularisation, elle constituerait de façon dominante un processus de progressive et relative perte de pertinence sociale du religieux s'effectuant au niveau des tendances lourdes, principalement par le jeu de la dynamique sociale, sans affrontement majeur entre le politique et le religieux. Tandis que la laïcisation est liée à des tensions explicites entre différentes forces sociales, religieuses, culturelles, politiques voire militaires qui peuvent prendre l'aspect d'un conflit ouvert. L'enjeu devient alors le contrôle de l'appareil d'État, ou du moins une forte influence sur lui, pour qu'il intervienne comme acteur social et donne, voire impose, une solution qui concerne d'abord la religion en tant qu'institution sociale. L'idée de sécularisation est donc, comme l'écrit Jean-Paul Willem, chargée en détermination et son usage sociologique n'en est que plus délicat. Le paradigme de la sécularisation, tout comme la laïcité, pose un problème d'application dans des cultures autres que celles des sociétés d'origine chrétienne. Car faut-il le rappeler, c'est par rapport au christianisme et ensuite dans le christianisme que le processus de sécularisation s'est établi. La sécularisation n'est donc pas exactement le processus par lequel se réalise la séparation de la religion et de l'État, en ce qu'elle touche tout particulièrement la société. Pour Brian Wilson, la sécularisation est le processus par lequel la pensée, la pratique et les institutions religieuses perdent leur importance sociale. Et de conclure, la société n'a plus besoin de la religion. Pour le cas de l'islam, Leila Babès considère que l'expérience de la sécularisation a été réalisée selon deux mécanismes. Le premier est lié au processus de rationalisation et de modernisation accrue. Quant au second, il renvoie aux mutations opérées dans la vie religieuse des musulmans. En quoi la sécularisation se rapproche-t-elle, ou diffère-t-elle de la laïcité ? Commençons tout d'abord par définir ce que sociologues, politologues et philosophes entendent par laïcité. Dans une approche de sociologie historique, Jean Bobéro définit la laïcité comme étant une solution originale issue du choc de 4 ingrédients. Le gallicanisme, la dissociation entre appartenance nationale et appartenance religieuse, et l'impossibilité d'un pluralisme religieux pacifique, la version française de la philosophie des Lumières mettant l'accent sur la critique des dogmes. Cette définition, comme beaucoup d'autres, est liée au contexte historique et politique, particulièrement en France, de la naissance de l'idée de laïcité, voire du concept même. Pourtant, chez certains penseurs et philosophes favorables à la laïcité, le concept est déjà défini par rapport à la relation État-religion ou très précisément, État-Églises. Telle est par exemple la définition d'Ernest Renan qui, faisant référence à Littré, parle en 1883 du progrès continu de la laïcité, c'est-à-dire de l'état neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes. Cette laïcité qui se résume par le principe de la neutralité de l'État est, selon Renan toujours, le code rationnel de l'humanité. Pour Ferdinand Buisson, qui insiste lui aussi sur l'idée de la neutralité de l'État, la laïcité est le résultat d'un processus historique qui correspond à la sortie de la théocratie, où le collectif englobait l'individu et où le religieux imprégnait l'ensemble de la vie sociale. Cette définition de la laïcité exprime en fait un changement crucial, non pas celui de la sortie de la religion, mais de sa privatisation. La privatisation de la religion est une caractéristique importante après la rationalisation, la différenciation, l'autonomisation et la pluralisation. Voilà donc une idée qui nous intéresse particulièrement dans notre travail sur la pensée arabe. Cette privatisation assimilée à la modernisation est liée à l'idée de liberté, dont jouissent tous les individus. Car la laïcité, comme l'écrit très justement C. Kinsler,
ne se borne pas à la question du rapport entre l'ordre politique et la croyance religieuse. En effet, la laïcité est une façon de concevoir et d'organiser la coexistence des libertés, plus particulièrement les libertés d'opinion, de conscience, de croyance. Et plus qu'une façon peut-être, la laïcité à travers la séparation des sphères politiques et religieuses, peut être la condition même de l'exercice de la liberté et de l'affirmation de l'égalité citoyenne. Ce que H. Peña Ruiz appelle « l'idéal laïque » est le principe même qui garantit à tous les individus la liberté de l'exercice de culte et une égalité d'autant plus réelle qu'aucune d'entre elles ne peut détenir les attributs de la domination temporelle commune. En ce sens, la laïcité n'est certainement pas une conception ou une exception française. Et parce que la laïcité est une idée vivante et qui veut vivre, comme l'écrit Albert Bayet, elle ne peut que se développer et progresser autour d'un humanisme laïque à travers lequel les valeurs de modernité, d'égalité et des droits de l'homme constituent des principes supérieurs au-delà de la religion. Sur quelques querelles terminologiques en langue arabe. Le problème de la définition de la laïcité se pose avec acuité. Une des difficultés de ce concept dans son usage en langue arabe réside dans le fait que, malgré une littérature abondante sur le sujet, il n'est pas toujours aisé de saisir son sens exact ainsi que la portée du concept. De nombreux termes en arabe sont utilisés pour définir la laïcité, mais aussi la sécularisation. Il convient donc de définir et de préciser les notions utilisées. Univoque en apparence, le concept de laïcité dans son usage en langue arabe pose problème à plusieurs titres, comme en témoignent d'ailleurs les nombreux écrits sur l'usage même de ce concept. D'une part, le concept de laïcité prend des sens différents selon les perspectives choisies par les auteurs, islamistes, libéraux. D'autre part, le concept renvoie à des acceptions qui sous-tendent des conceptions tout aussi différentes de ce que la laïcité peut définir, non seulement en français mais dans les autres langues, secularism en anglais par exemple. Une lecture rapide de la littérature suffit à rendre compte de la confusion entre les termes. 1. La notion de ilmaniya, tout d'abord, du mot arabe ilm qui signifie savoir, science, est utilisée par les penseurs arabes, chrétiens notamment, pour parler de la nécessité de distinguer entre les hommes de religion et les hommes politiques, entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Cette signification se recoupe avec une conception qui distingue en français les religieux des laïcs, c'est-à-dire les non-ecclésiastiques. Le terme a été utilisé au début par les opposants des derniers califes ottomans, qui se voulaient chefs spirituels et politiques de tous les musulmans où qu'ils soient. Mais ilmaniya signifie aussi scientisme et matérialisme, idée souvent liée à la laïcité pour parler de l'invasion culturelle de l'Occident. Bien que les penseurs musulmans soient unanimes sur l'idée de la compatibilité de l'islam et de la science, la laïcité, et à travers elle le scientisme, est condamnée car la séparation entre la sphère publique et la sphère privée est comprise comme une exclusion de la religion. Il est peut-être intéressant de rappeler ici que l'un des premiers débats entre penseurs musulmans et occidentaux, celui qui réunit Al-Afghani, 1839 à 1897, et Renan fut basé sur le rapport entre l'islam et la science. Ce que Renan condamne, c'est l'absence de liberté de la pensée et de culture rationnelle de l'esprit. L'usage de terme ilmaniya renvoie donc à la fois à la laïcité et au scientisme. Il constitue, selon la thèse de Burhan Ghalioun, un élément majeur dans la rationalisation sur le plan social, politique et religieux. Ainsi, la ilmaniya ne s'oppose pas à la religion. Au contraire, elle contribue à la réformer et à la rationaliser, selon les nécessités qu'exige le changement social et la vie humaine en général. Mais pour d'autres critiques, le scientisme, assimilé à la laïcité, est un dogmatisme. Il est à l'origine du trouble qui atteint les valeurs morales, esthétiques et spirituelles de la personnalité humaine. Le terme ilmaniya est compris comme la doctrine de ceux qui entendent contrer la révélation divine, en lui opposant la science de l'homme. 2. Vient ensuite le terme almaniya, de alam qui signifie le monde, le séculier, le temporel, le mondain. Al-Almani est utilisé comme adjectif et substantif pour désigner ce qui n'est pas religieux ou clérical. Le terme almaniya est aussi associé à celui de mondanisation. Ainsi almaniya est un trait de différenciation entre le religieux et le mondain. Dès le 1er siècle de l'islam, les docteurs de la loi, s'appuyant sur le Coran,
faisait cette différenciation entre les affaires qui appartiennent à la sphère religieuse et celles qui sont strictement mondaines en distinguant entre la vie d'au-delà et la vie d'ici-bas, din et dunya. Bien que l'islam porte un grand intérêt aux questions eschatologiques, il n'établit pas une rupture avec la vie terrestre, al-dunya. Il est intéressant de remarquer que le premier discours arabe sur la laïcité, celui de Farah Hanoun, est caractérisé par la différenciation non pas entre le politique et le religieux, comme le fait Muhammad Abdou, mais entre din et dunya. La religion est une chose, la vie mondaine en est une autre, écrit-il. 3. Al-Ladiniya. Cette notion est souvent utilisée dans un sens péjoratif pour parler de la laïcité. Rachid Rida fut parmi les premiers penseurs à l'avoir utilisée dans cette acception. Il appelle ladiniens tous les penseurs laïcs ou influencés par la culture occidentale. Le terme est souvent utilisé pour parler d'irréligion, voire d'anti-religion, d'incroyance et d'athéisme. 4. Al-Laïkiya. Il s'agit de l'arabisation du mot laïcité. Le mot est utilisé tout particulièrement au Maghreb, sous l'influence de la culture française dans le sens strict du terme, c'est-à-dire la séparation entre le politique et le religieux. Nous trouvons chez les ulémas algériens dès les années 1940, le mot laïkiya, qu'ils utilisent pour revendiquer l'application de la loi de 1905 sur le sol algérien dans le but d'obtenir une autonomie du domaine de l'islam par rapport à l'État. Au-delà du problème de traduction et d'usage des termes, la question de la laïcité n'a cessé depuis le début du XXe siècle de hanter la pensée arabe. Tout au long du siècle dernier, des antagonismes politiques et religieux se sont manifestés, opposant les élites intellectuelles et les autorités religieuses traditionnelles, et les penseurs modernistes et les tenants du discours de l'authenticité, à Allah. Le traitement de la question. Dans le premier chapitre, nous nous interrogeons sur la manière par laquelle la question de la laïcité a été évoquée dans la pensée arabe, à partir du changement social et du développement intellectuel et culturel qui ont marqué l'époque de l'Anaa. Nous nous intéressons en particulier à l'impact des réformes de l'Empire ottoman, Tanzimat, ainsi que celle de Muhammad Ali 1769 à 1849, vice-roi d'Égypte à tendance libérale et moderniste. Depuis ces réformes, dont l'esprit s'est accompagné d'une vive admiration pour la pensée des Lumières et le progrès réalisé en Europe, la séparation du politique et du religieux est conçue comme une manière de gérer, rationnellement et pacifiquement, le pluralisme ethnique et religieux, mais aussi de dépasser les clivages culturels traditionnels. Sous l'impulsion des idées de l'Anaa, une nouvelle expression de la pensée arabe, vive et énergique, prit naissance. Au nom du nationalisme arabe et de la modernité, la question de la laïcité va se développer par rapport à une revendication identitaire fondée, non pas sur l'appartenance religieuse, mais sur les liens de solidarité nationale, langue, histoire commune, tradition. Dans la société arabe, écrit Hicham Charabi, l'expérimentation de ce processus de modernisation repose sur 3 problématiques distinctes: identité, histoire et influence de l'Occident. Les préoccupations principales du réveil arabe révèlent l'existence d'un combat culturel et social entre 2 points de vue fondamentaux du laïcisme et de l'islam. Nous montrerons dans le 2e chapitre comment le nationalisme, sous ses diverses formes, a contribué, au nom même de la modernité, à relancer le débat sur l'idée de la séparation du politique et du religieux, et ce dans un projet de construire des États-nations garantissant l'égalité et la liberté. Ensuite, un autre aspect et non des moindres, étayant l'idée de la nécessité de séparer le politique du religieux, vient de la thèse de Ali Abderrazik, 1888 à 1966, sur le caractère non religieux du califat. Une contribution originale et novatrice dans la pensée arabe qui consiste, selon les termes de son auteur, à innocenter la religion musulmane de l'institution califale. À travers la thèse de Abderrazik, nous montrons dans le chapitre 3 comment s'est établie pour la première fois dans la pensée arabe contemporaine l'idée de redéfinir les limites du champ religieux, et pour parler comme Bourdieu, la dissolution de la religion dans un champ politique et social plus large s'accompagnant d'une perte du monopole du clergé. Nous montrons ensuite comment, à partir des critiques non moins nombreuses et non moins vives de la thèse de Abderrazik, l'idée de la laïcité est devenue dominante dans la pensée arabe et plus qu'avant un sujet d'affrontement des idées. Enfin,
Au dernier chapitre, nous examinerons les enjeux de la laïcité aujourd'hui. Nous donnerons un aperçu sur la manière dont se présente la solution laïque, à travers les idées de liberté, de tolérance, de neutralité et d'égalité. Nous discuterons ensuite des clivages politiques et religieux, autour de l'idée de la religion d'État, notamment. Nous essaierons de comprendre aussi le malaise de l'idée de laïcité, chez les penseurs modérés et chez les penseurs islamistes. Le dernier paragraphe de ce chapitre expose la manière de défendre l'idée de la laïcité à travers la société civile et les partis politiques. Détermination du problème. De la réforme religieuse à la critique sociale et politique. La question de la laïcité dans la pensée arabe tient tout d'abord à une critique des conditions sociales et politiques des sociétés arabes. Dans l'œuvre monumentale des penseurs de la Naha, période charnière dans l'histoire du monde arabe, l'idée de laïcité se révèle appartenir à une construction historique qui a ses raisons et ses fondements. La laïcité trouve donc ses raisons, dès le début du XXe siècle, dans une situation marquée par le déclin culturel et politique. Nous montrerons dans ce travail que les conditions historiques, sociales et politiques, qui ont justifié la séparation entre le politique et le religieux selon les penseurs de la Naha, sont toujours présentes. Ces conditions contraignantes, assez marquées par l'inégalité entre les citoyens, les croyances, entre les hommes et les femmes et par l'intolérance et l'absence des libertés, ont contribué à faire voir dans la laïcité comme une solution. La critique de ces conditions a pour fin la constitution d'une alternative. Il n'est pas question dans notre étude de présenter la laïcité à partir d'une approche comparative, qui ne peut être qu'abstraite par rapport à d'autres États, la France notamment, ou d'autres religions, le christianisme en particulier. Car aborder la question de la laïcité à partir de ce point de vue, c'est-à-dire la comparaison avec d'autres univers radicalement différents, culturellement, politiquement et historiquement, réduirait le débat sur la laïcité à l'idée de la compatibilité ou l'incompatibilité entre l'islam et celle-ci. Il importe en effet de remarquer que c'est à partir de l'absence d'une institution capable de jouer le rôle d'une Église centralisée, que certains penseurs arabes et islamistes ainsi que certains islamologues essaient de défendre l'idée de l'incompatibilité de l'islam avec la laïcité, ou de la non-nécessité de celle-ci, comme le pense le philosophe Mohamed Abed Jabiri par exemple. Or, nous considérons que la compatibilité ou non de l'islam et de la laïcité relève, à vrai dire, du champ idéologique et théologique. Nous nous sommes d'abord attachés à des rappels historiques, politiques et sociologiques, car nous nous intéressons plus particulièrement à l'impact de l'évolution des sociétés arabes, aux changements politiques et à l'influence des idées étrangères, importées par les penseurs et les politiques arabes. Nous voulons donc donner à la question de la laïcité un sens plus large, qui correspond aux réalités politiques et sociales du monde arabe, sans négliger pour autant les idées de certaines élites religieuses et leur implication dans le projet des réformes. En effet, notre but est de montrer que c'est à l'intérieur de l'islam que commença le débat sur la relation entre le champ politique et le champ religieux. Car c'est un fait que grâce à l'engagement de certains réformateurs musulmans en faveur de l'autonomisation du champ séculier, droit, art, politique, science, quoiqu'à des degrés différents, le processus de sécularisation ait fait son chemin. Nous chercherons à mettre au jour l'idée de la séparation, du politique et du religieux, comme étant un moyen de défendre le principe de l'autorité du champ religieux par rapport au pouvoir politique. Autrement dit, ce n'est pas en raison d'une option pour la laïcité comme modèle politique que les réformistes se sont engagés dans ce débat, mais pour protéger la fonction religieuse de l'emprise politique de l'État. Au-delà de la séparation, la liberté. Mais sur le plan institutionnel, énormes sont les divergences entre les penseurs arabes. Les divergences qui ne se bornent pas à diviser les opinions entre les partisans de la laïcité et ceux qui s'y opposent, mais s'étendent à toutes les questions qui intéressent les sociétés arabes. Démocratie, modernité, citoyenneté, liberté, droits de l'homme, communautarisme. Car le débat sur la laïcité ne se réduit pas au seul rapport entre religion et État, sphère publique et sphère privée, élite religieuse et élite gouvernante. Il intègre également d'autres questions comme le changement, la modernisation, la réforme, le progrès et le développement. C'est en effet
le regard critique sur l'histoire politique de l'islam et des sociétés arabes et le souci de voir celles-ci libérées de l'emprise du traditionnalisme et des autorités religieuses, qui ont nourri l'esprit des intellectuels arabes et leur ouverture à une critique de la raison islamique. Les penseurs arabes libéraux, chrétiens et musulmans, ont tenté de réconcilier les grands principes de la foi religieuse avec l'esprit du temps et avec les libertés civiles et l'intérêt de la nation. Le principe de laïcité éveille dans l'esprit l'idée du salut de la communauté, du politique et de la religion elle-même. Dans cette perspective, la question qui s'est posée à nous est de savoir comment le rapport entre le politique et le religieux a été pour la première fois articulé par rapport à l'expérience occidentale. Quelles sont les raisons qui président à la revendication de la laïcité, ou à l'idée de la rejeter, ou encore de la considérer comme objet de suspicion? Face à ces questions, nous avons cherché à savoir en quoi la laïcité demeure une idée actuelle. En quoi l'idée de laïcité a-t-elle changé de nature, et comment s'articule-t-elle aujourd'hui avec les conditions sociales, culturelles et politiques? Pourquoi est-elle toujours parmi les questions qui fâchent en islam, pour reprendre le titre d'un livre de B. Étienne? La laïcité, une nécessité d'ordre pratique et social? Pour mieux répondre à ces questions, il s'agira pour nous, comme nous l'avons annoncé plus haut, de tenir compte de la manière dont les penseurs arabes se rapportent aux questions sociales et politiques. C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé utile de tenir compte du changement social, des réformes institutionnelles, du dynamisme politique ainsi que de l'évolution culturelle que vivaient les sociétés européennes. Car c'est de cela qu'est née chez les penseurs arabes libéraux l'idée de reconsidérer certaines conceptions traditionnelles, le pouvoir, l'autorité religieuse, le rôle de la religion, l'amour de la patrie, l'éducation, le statut de la femme et des non-musulmans dans la société. Notre travail s'inscrit dans ce mouvement des idées et des faits. Mais nous ne tenterons pas de faire le travail de l'historien, même si l'approche historique est pour nous essentielle pour saisir l'évolution des idées et mieux situer les œuvres et les auteurs dans leur contexte de production. Nous traitons de la question de la laïcité en tenant compte de la nécessité du changement, mais aussi par rapport à certaines valeurs universelles auxquelles les sociétés arabes ont été étrangères jusqu'à ce contact établi avec la culture et la pensée occidentale. Nous ne pouvons qu'insister sur le fait que la pensée libérale de l'Occident est une manière de créer des ruptures, non pas avec la tradition arabo-islamique, mais avec la manière de penser les différentes questions relatives à l'organisation sociale et politique. D'ailleurs, nous devons rappeler aussi que dans leur grande majorité, les penseurs arabes, réformistes et libéraux, ont séjourné en Europe, en France tout particulièrement. Ce qui n'est pas sans importance. En quête d'une sécularité musulmane, comme l'écrit feu Alain Roussillon, des penseurs arabes comme Tataoui 1801-1872, Taha Hussein, 1889 à 1973 et autres ont introduit par leur regard sur les institutions occidentales et les valeurs de liberté et d'égalité qui caractérisent les sociétés européennes, une critique des conditions qui caractérisent leur société sur le plan social et politique. De cette critique, nous voulons montrer comment l'idée de modernité a fait son chemin. Nous discuterons aussi ce que certains penseurs arabes appellent le choc de la modernité. Ce choc n'est en réalité qu'une reconsidération de certaines valeurs et situations sociales, politiques et culturelles, par rapport à ce qui est envisagé comme rationnel et scientifique dans l'Occident. Nous mettons ainsi l'accent sur le lien entre laïcité et modernité. Ce lien se traduit principalement par un processus de sécularisation de la pensée qui, progressivement, s'est constitué chez les penseurs arabes, et a conduit à mieux comprendre l'intérêt de la laïcité et de la laïcisation. La modernité constitue donc le fondement même de la pensée laïque. La laïcité, une conscience moderne. Le modernisme, écrit Émile Poula, peut se définir comme la rencontre et la confrontation actuelle d'un passé religieux depuis longtemps fixé, avec un présent qui a trouvé ailleurs qu'en lui les sources vives de son inspiration. Il est intéressant de relever que l'argumentation de certains penseurs réformistes est cantonnée à l'autonomie de la sphère religieuse. C'est le cas de Mohamed Abdou et des ulémas algériens favorables à la laïcité, mais seulement dans le but d'assurer leur indépendance, et celle du culte musulman par rapport à l'administration coloniale.
Le modernisme émane d'une critique sociale et politique qui dépasse les idées réformistes exprimées par Abdou notamment. Nous ne pouvons négliger de souligner qu'à partir de cette critique, la question de la laïcité s'est développée et s'est constituée en un univers de langage nouveau. Pour Kassim Amin, 1863-1908, qui s'intéressait à la libération de la femme, celle-ci ne peut se réaliser sans mettre fin au despotisme politique, à l'archaïsme de la société arabe ainsi qu'au dogmatisme des hommes de religion. Une idée qui sera développée radicalement par le disciple de Lévi Brûle, Mansour Fahmi dans sa thèse sur la condition de la femme en islam. Kawakibi, quant à lui, s'intéressait au despotisme politique associé au fanatisme religieux. Le progrès social pour Salama Moussa, culturel pour Taha Hussein, ne sera réalisé qu'à travers des emprunts à la culture occidentale. Ils se présentent tous deux comme les tenants d'une acculturation mondiale. Les tenants de l'acculturation mondiale, écrit Segertz, conçoivent la modernisation en termes d'emprunt à l'Occident et mesurent donc le changement à l'aune de la diffusion et de l'enracinement dans une société donnée d'institutions considérées comme ayant trouvé leur forme achevée en Occident, qu'il s'agisse de l'ascétisme individuel, du légalisme ou de la famille. Nous ne pouvons donc négliger la question de savoir comment, à partir de ces emprunts à la culture occidentale, l'idée de laïcité a pris une forme moderne. L'exigence et la tâche des penseurs arabes consiste à confronter leur conception de la laïcité aux questions sociales, politiques et religieuses, pour les repenser dans le cadre d'un État neutre à l'égard des religions, et respectueux des libertés et des croyances religieuses. Notre propos est de montrer que, sans prendre la conception de la laïcité au pied de la lettre, c'est-à-dire dans son application française, comme le fut très tôt l'idée de Farah Hanoun, des intellectuels et politiques arabes, toutes tendances confondues, se sont efforcés à trouver un statut théorique qui corresponde aux réalités et spécificités sociales de la religion musulmane et de la société arabe. Il importe ensuite de montrer comment la réaction de l'islamisme, qui dès les années 1920 s'opposa violemment aux idées laïques, s'est produite et jusqu'où elle fut poussée. Nous entendons montrer que l'opposition de l'islamisme à la laïcité est construite à travers une lecture radicale des textes religieux. Néanmoins, nous ne devons pas négliger de souligner le fait que les élites gouvernantes s'opposent elles aussi à la laïcité, pour des causes différentes liées notamment à une question de légitimation de leur pouvoir. Nous devons préciser que de ce qui précède, il résulte que notre objectif n'est pas d'écrire une histoire de l'idée de la laïcité. Nous n'avons certainement pas évoqué tous les penseurs, mais nous nous sommes efforcés de montrer les principales idées relatives à notre sujet de recherche. Qu'il soit donc bien entendu qu'il n'est pas question de prendre position sur le plan politique, idéologique et ou religieux. Nous considérons que la tâche et le but du présent travail consistent, à partir d'une lecture critique des idées et des faits, dans la mise en lumière d'une conception arabe de la laïcité, et dans la compréhension de ce lien complexe entre le politique et le religieux. Réformistes, libéraux, intellectuels, esquisse d'une typologie. Mais pour mieux comprendre l'évolution du débat sur la laïcité chez les penseurs arabes, il importe dès le début de dresser une esquisse de typologie des différents courants de pensée. Qu'est-ce qu'un réformiste ? Qu'est-ce qu'un libéral ? Qu'est-ce qu'un intellectuel ? En quoi se distingue-t-il ? La réforme dans la pensée arabe est un trait essentiel dans le projet de l'Ana'a. Mais cette réforme est tout d'abord religieuse, même si d'autres aspects, culturels, politiques et sociaux n'ont pas été négligés. Pour les penseurs réformistes d'Égypte et de Syrie, notamment de la deuxième moitié du XIXe siècle, des pays du Maghreb ensuite, la renaissance culturelle et le réveil des musulmans ne se réalisent qu'à travers un retour aux sources authentiques, le Coran et la tradition du prophète. Il importe néanmoins d'attirer l'attention sur le fait que le réformisme est une question qui concerne les penseurs musulmans en particulier. Ainsi, il est devenu classique de distinguer deux courants de pensée réformistes. Le premier que représente le wahhabisme en Arabie et le second que représentent Al-Afghani et Abdou. Parce que le premier courant est fondé sur un seul objectif, qui consiste au retour strict aux textes religieux, nous le considérons comme fondamentalisme. Le second par contre, qui nous intéresse en particulier dans notre travail, insiste, tout en appelant au retour au texte, sur le principe de la raison et de l'ijtihad,
effort personnel d'interprétation, dans le traitement des questions relatives à la religion et à la société. Ce courant a pour objectif la réforme de la raison, ila al-taqwel, et la libération des esprits. En faisant de l'exercice de la raison, al-nahar al-taqli, et de la priorité de la raison sur la tradition de fondements majeurs en islam, Abdou a établi les grandes lignes de la pensée réformiste. De ce courant est née une tendance libérale, représentée notamment par les disciples de Abdou, Qasim Amin et Abderrazik. Ainsi se manifeste un modernisme social et culturel qui, selon l'expression de Ali Merah, respecterait le domaine des croyances personnelles aussi bien que les institutions politiques. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons parler des penseurs libéraux. Les penseurs arabes que nous qualifions de libéraux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, se sont intéressés sous l'influence des Lumières au changement social et institutionnel. Albert Hourani, dans sa thèse sur la pensée arabe et l'Occident, parle de la pensée libérale par rapport aux changements résultant de la création des écoles, de la propagation de nouvelles idées qui exercèrent une influence sur l'organisation des institutions démocratiques, les droits des individus, l'unité nationale et le pouvoir en général. Les penseurs arabes libéraux s'intéressent donc eux aussi à la réforme, mais non pas d'un point de vue religieux. Le libéralisme arabe se présente comme le contre-projet du traditionnalisme conservateur. Hassan Hanafi distingue dans ce courant deux tendances. La première, qui s'intéresse tout particulièrement à la liberté et la modernisation, est représentée entre autres par Tataoui, Lutfi al-Saïd et Taha Hussein. La seconde est appelée scientiste laïque, dont les initiateurs étaient Farah Hanoun et Shibli Choumaïl. Pour Hassan Hanafi, les deux courants réformistes et libéral ont un point commun, le recours à la rationalité, aqlaniya. Mais cette rationalité a des sources différentes. Elle est exclusivement arabe et islamique pour les premiers réformistes, comme c'est le cas pour Abdou et son disciple Rachid Rida par exemple. Elle est arabe, islamique, mais aussi occidentale chez la plupart des penseurs libéraux. Mais elle peut être aussi exclusivement occidentale chez quelques autres. Salama Moussa par exemple, ne reconnaît parmi ses maîtres aucun penseur ou savant arabe. Les libéraux et les réformistes se différencient par leur regard à l'islam. Pour les premiers, et en particulier après la montée du mouvement nationaliste, l'islam est considéré comme une croyance et un critère d'appartenance culturelle, mais il reste cependant en dehors de toute référence politique. Quant au second, les réformateurs, en s'attachant à l'idée de la Oumma, ils prônent un universalisme islamique et se passionnent pour l'idée d'un système islamique, Niam Islami. C'est dire que cette typologie analytique reste approximative. Quant aux intellectuels, nous entendons par ce terme ceux qui sont actifs dans un champ intellectuel et qui prennent position par rapport aux questions relatives au champ social et politique. Nous ne souscrivons pas à la classification classique qu'établissent certains spécialistes de l'islam politique dont Gilles Kepel, qui partagent le domaine du discours sur les valeurs centrales de la société entre deux catégories d'intellectuels, les ulémas et l'intelligentsia occidentalisée. Pour les premiers tout d'abord, nous les considérons comme faisant partie de l'élite religieuse. N'est-il pas illusoire de classer un réformateur comme Abderrazik, pourtant un des ulémas d'Al-Azhar, dans la même catégorie que des ulémas comme Qaradawi ou Ghazali par exemple? Les ulémas ont pour tâche d'agir dans les affaires concernant le champ religieux. Quant à l'intelligentsia occidentalisée, cette classification est bien souvent utilisée par le courant islamiste à titre péjoratif pour parler des penseurs libéraux, formés en Occident ou pas. Cette dénomination n'est donc pas justifiée. Nous verrons que dans les années 1920, Rachid Rida qualifiait les penseurs libéraux d'occidentalisés ou européanisés. Rappelons aussi que dans la littérature arabe, le terme mutakkaf intellectuel, de thaqafa, culture, n'a été utilisé qu'à partir des années 1950 pour appeler celui qui exerce une profession intellectuelle et le distinguer des ulémas, des philosophes et des penseurs et écrivains en général. Hicham Charabi qualifie d'intellectuels ceux qui contribuent au changement dans leur société. Anwar Abdel Malek et Abdellah Laroui distinguent entre deux catégories d'intellectuels arabes, les traditionalistes et les modernistes. Cette distinction tient compte du modèle de formation des élites dans les pays arabes. Pour nous, l'intellectuel est, pour suivre le vocabulaire bourdieusien,
un produit social qui intervient dans le champ intellectuel. Est intellectuel donc, celui qui, par ses idées indépendantes à l'égard du pouvoir politique et du clergé, contribue à la vie culturelle d'une société et lui permet d'établir une compréhension des problèmes auxquels elle est confrontée. Chapitre 1er, Forme d'émancipation de la pensée laïque. Le monde musulman émerge de l'ère post-almohadien depuis le siècle dernier, sans toutefois retrouver encore son assiette. Comme un cavalier qui a perdu l'étrier et ne parvient pas encore à le reprendre, il cherche son nouvel équilibre. Sa décadence séculaire, qui l'avait condamné à l'inertie, à l'apathie, à l'impuissance, à la colonisabilité, a conservé néanmoins ses valeurs plus ou moins fossilisées. I1. La Naha, esquisse d'un projet de sécularisation. Si la pensée arabe au Moyen-Âge a contribué à fonder les éléments ou le cadre d'une théorie du pouvoir, celle de la Naha, qui exprime le mouvement de réveil arabe à partir du XIXe siècle, s'est concentrée sur les implications de la réforme de la religion et du système social et politique. Le discours arabe est dominé, durant tout le siècle de la Naha, par le souci de faire face aux problèmes liés à la décadence sur le plan social et culturel et le despotisme sur le plan politique. La question de la réforme religieuse a toujours été évoquée dans le cadre de la relation entre le politique et le religieux. Sur les traces de la pensée islamique classique, deux courants se sont dégagés. D'un côté celui qui, influencé par le rationalisme de l'avéroïsme et du pragmatisme chaldunien, met la question religieuse dans son cadre théologique et culturel. De l'autre côté celui qui considère que la religion doit constituer non seulement un facteur majeur du contrôle social, mais un guide pour la bonne gouvernance, voire la réalisation du califat comme c'est le cas chez certains penseurs. À partir de leur lecture et critique du patrimoine, Turath, la question de l'autonomisation des institutions politiques et religieuses est grandement abordée par les penseurs contemporains. Pour Mohamed Abed Jabiri par exemple, cette référence patrimoniale, Marjaïa Turathia, est basée sur la langue, la charia, la profession de foi et la politique. Le champ culturel arabe, selon lui, doit mettre en valeur la tendance rationaliste et critique de la pensée arabe classique, comme étant un élément de réflexion qui doit être adapté en fonction des exigences du présent, même lorsqu'il s'agit de la question de laïcité. Le premier raisonnement de la majorité des penseurs, arabes et non-arabes, est de comprendre les transformations politiques, sociales et économiques qui marquent l'ère de la Naha et le processus de la sécularisation dû, en particulier, au fait colonial. Mais la première question qui se pose est celle du processus de la sécularisation et de la laïcisation, dans une perspective qui s'attache au patrimoine et à la tradition comme référence culturelle et sociale. Comment les idées de réforme politique et religieuse, et de sécularisation ensuite, se sont-elles imposées dans un univers politique, empli de croyances et de symboles, durant l'époque de la Naha? Enfin, comment la question de la laïcité est-elle conçue à partir du contexte social et politique qui caractérise le siècle de la Naha? Les préoccupations de la pensée arabe concernant le politique et le religieux prennent depuis la deuxième moitié du XIXe siècle une importance nouvelle. Devant l'état du déclin politique, culturel et économique, une conception libérale de la modernité va se développer dans les analyses et les critiques des penseurs arabes. Le problème de la décadence, Igna, ses causes, ses effets et ses remèdes sont largement développés par les penseurs arabes. En abordant l'époque de la Naha et ses penseurs qui ont traité la question des réformes politiques et religieuses, nous nous demandons tout d'abord quelle réalité reflète cette définition. Car la Naha, dont la racine arabe nh signifie réveil, renaissance et se mettre debout, concerne à la fois les aspects politiques, culturels, religieux et économiques du monde arabe. Mais sur le plan politique, l'organisation institutionnelle et les changements socio-économiques qui jalonnent l'histoire du monde arabe, au Moyen-Orient comme au Maghreb, vont créer un clivage profond. Le projet de réforme que l'Empire ottoman a adopté sous le nom de Tanzimat à partir de 1831 fut un événement marquant dans l'histoire politique de l'islam. C'est la première fois que nous pouvons parler de sécularisation en islam. Celle-ci constitue, pour reprendre la définition de Daniel Hervieux-Léger,
un processus de réorganisation permanente du travail de la religion dans une société structurellement impuissante à combler les attentes qu'il lui faut susciter pour exister comme telle. Ce projet de réforme sera mené par certaines élites politiques, en particulier en Égypte et en Tunisie. Reste la question de l'ancrage religieux qui, sous l'influence des ulémas conservateurs et l'impact de la tradition et des conditions socio-économiques, ne se limite pas au spirituel et culturel. Les élites politiques s'efforcent de rallier les élites intellectuelles, ulémas et penseurs libéraux, à leur projet de réforme. Sur la base d'un constat critique sur le plan social, politique, culturel et des modes traditionnels figés qui caractérisent la pensée religieuse, les réformistes arabes entamèrent un mouvement dont le but premier fut la réforme, islah, et la réalisation du progrès. Dans ce mouvement de renaissance, la sécularisation devient tout d'abord une vision critique d'une société bloquée et des institutions politiques et économiques affaiblies. Face à un lent processus de sécularisation qui se met en marche, se crée un mouvement de transfert d'attitudes religieuses vers une autre sphère, celle qui vise une autonomie éthique de l'ordre du pouvoir temporel, et ipso facto, l'indépendance de la culture et la société par rapport à la domination des institutions et des symboles religieux comme le démontre J.C. Monod. Le phénomène de sécularisation-transfert peut ainsi devenir une source de résistance ou de contestation du processus de désenchantement du monde, par un réaménagement du sens conféré à l'existence. L'autonomisation des sphères sociales que Weber discerne comme un trait caractéristique de la rationalisation moderne a bien donné lieu, au moins à certains stades déterminés de son cours, à une redistribution de l'idée de salut au sein des différentes sphères. En fait, l'idée de salut, qu'Allah, Inkad, exprime dans la pensée arabe la volonté d'une rationalisation qui se trouve liée au contact culturel avec l'Occident. Cette pensée tente de répondre aux problèmes politiques et sociaux à partir de la question religieuse, point de départ dans la sécularisation et la laïcisation, et pierre de touche qui départage les penseurs arabes. Il est même question de sortir de la religion, dans le sens de M. Gauchet chez quelques penseurs libéraux tels Farah Hanoun et Adib Isaac. La religion apparaît dans ce cadre, pour reprendre l'expression de Gauchet, comme la traduction intellectuelle de cette impuissance native, en même temps qu'un moyen de surmonter indirectement par la pensée en se l'avouant une situation d'extrême dénuement. À propos de cette formule de Gauchet qui concerne en particulier le christianisme, il serait intéressant aussi de préciser que ce processus ne se fait pas contre la religion, ni en dehors d'elle. Dans le cas du mouvement de la Naha, la réforme s'est faite, d'une part par les religieux, au nom de la religion, pour la moderniser, et au nom du progrès pour sortir du déclin. L'objet de la réforme menée par les penseurs de la Naha, chrétiens et musulmans, et la visée qu'il a organisée sur le plan politique, religieux et intellectuel, consiste à faire de la raison, al-Zakuel, un référent de la pensée. C'est dans le cadre de ce mouvement de réveil qui touche à la fois la politique et la religion, que nous pouvons parler d'une sécularisation qui ouvre les voies du déblocage. Dans le cas de l'Égypte en particulier, l'imbrication du politique et du religieux reste un fait qui caractérise l'État traditionnel. Les efforts des penseurs arabes se résument, selon Anwar Abdel Malek, dans la vision que portent les élites conservatistes d'une part et libérales d'autre part sur la question religieuse. Ce regard se caractérise par rapport à l'appartenance aux groupes et aux classes sociales, qui se constituent progressivement à partir de deux facteurs. L'un infrastructurel, celui du secteur moderne de l'économie, pénétré par l'impact de l'industrie et de la finance européenne, l'autre superstructurel, celui du système pédagogique moderne. Ces penseurs, écrit Abdel Malek, vont s'attacher à rechercher au plus profond de la tradition nationale culturelle la plus marquante, celle de l'islam, les raisons et les clés. Retour aux sources principielles. Usage de la raison, en réalité du bon sens, mais dans le seul cadre de la religion. Pragmatisme qui permet l'ouverture à la contemporanéité, mais récuse déjà le processus de théorisation. Refus de toute dialectique sociale au nom de l'unité de l'UMA, refus de l'historicisme, le passé étant privilégié d'une manière principielle.
telles paraissent être d'une part l'inspiration profonde de la pensée théologique, d'autre part les traits essentiels de l'apostrophe. Application de cette pensée au domaine du politique et du social de renouveau, qui est spécifiquement un fondamentalisme. I1.1. La réforme comme projet de sécularisation. La construction de la problématique de la NAA s'inscrit dans une démarche intellectuelle qui s'intéresse aux facteurs de progrès en Occident, en commençant par la littérature, le théâtre et le journalisme. Les penseurs arabes, dans leurs réflexions sur les conditions politiques, sociales et culturelles, parlent souvent d'un projet de renaissance, Mashrouna'a, qui se veut soucieux des questions de modernisation, de liberté et de démocratie. Le discours de la NAA, contrôlé, sélectionné, organisé et redistribué pour emprunter le style foucaldien, semble être la ligne de conduite qui veut réconcilier la modernité avec les valeurs religieuses dans une évolution socioculturelle. La lecture des principales œuvres qui traitent les conditions sociales et culturelles à l'époque de la NAA montre bien que la question des rapports entre le politique et le religieux a fortement orienté le cheminement du discours arabe, tant dans sa forme que dans son contenu. Sous l'influence de la pensée occidentale, la réflexion sur le rôle de la religion, sa fonction dans la société et son influence dans le champ politique devient une question majeure dans le discours arabe. Les ulémas et les écrivains se sont évertués à faire du mouvement de la NAA un projet de réforme tous azimuts. Ainsi les voit-on invoquer l'ILA dans tous les domaines purement laïques, ceux par exemple des études linguistiques et littéraires, de l'organisation scolaire, de l'administration, du régime militaire, etc. Dans leur optique, c'est à une réforme globale de la cité musulmane que les oulémas dignes de ce nom devraient vouer leurs efforts, et non pas une entreprise réformiste qui se limiterait au seul plan religieux. La réforme donc est une question de changement social, de libération politique et d'aggiornamento religieux. Les ulémas, ou plutôt le courant des ulémas qui y croyaient, en s'impliquant énergiquement et ardemment dans ce mouvement, ont contribué, au nom de la raison islamique, de la science, de l'utilité générale, mais aussi de la foi, à faire de l'autonomie de la religion une étape première vers sa séparation de la sphère politique. Mais que les termes d'autonomie et de séparation ne soient pas trompeurs. Par autonomie, nous signifions ici la volonté des élites religieuses impliquées dans les réformes de mettre la religion musulmane à l'abri des querelles doctrinales, et par séparation la différenciation par laquelle les religieux peuvent procéder à la réforme en liberté, loin de l'influence des politiques. Cette tâche indubitablement n'était pas facile. Cependant, la réforme religieuse et intellectuelle de la NAA a considérablement permis de rationaliser la religion, de réduire sa domination ainsi que celle de la tradition. Sur le plan religieux comme sur le plan intellectuel, la pensée arabe aspire au progrès à travers lequel la réforme prend beaucoup plus l'aspect d'une réforme religieuse que d'une réorganisation juridique et politique. Les intellectuels arabes profondément acquis aux idées laïques, comme l'écrit Ali Merah, ne manquèrent pas de joindre leur voix aux partisans de la réforme. Ce qui donna au projet de la NAA une toute autre ampleur. L'ILA prit peu à peu les contours d'une sorte de mythe auquel s'attachèrent tous ceux, croyants et incroyants, musulmans et non, qui militaient pour l'émancipation sociale et culturelle de leur peuple. C'est pourquoi, parallèlement à l'action des réformistes religieux, certains esprits laïques engagés prirent à leur compte la revendication de l'ILA, mais en donnant à cette revendication un sens exclusivement social et culturel. Le discours de la NAA manifeste un réveil des consciences, d'inquiétude, de sensibilité, voire de défiance à l'égard du religieux et des institutions traditionnelles, une conception qui va permettre de redéfinir le politique et le religieux. C'est un discours destiné à la fois aux gouvernants et au peuple. Il ne se réduit pas à un projet de réforme, mais se veut surtout un nouveau processus de développement humain, un nouveau projet de civilisation. Mais le problème de la pensée arabe à l'époque de la NAA est de savoir en quoi consiste exactement le modèle de la sécularisation occidentale, et comment commence la sécularisation dans le monde arabe. Quelles sont les conditions culturelles qui vont permettre une telle conception ? Quelles sont les limites de l'indépendance du politique par rapport aux religieux ? Les changements sociopolitiques qui ont marqué le monde arabe au début du XIXe siècle expriment un état de conscience politique et intellectuelle qui s'oppose à la culture du despotisme qui domine la construction sociale arabe,
une culture fondée sur un caractère de contrainte et d'autoritarisme qui s'enracine dans la vie sociale. C'est le despotisme tout d'abord, hérité des États sultaniens ou sultaniques, et pratiqué par certains gouverneurs turcs, qui a affaibli le rôle du politique et a donné plus d'importance aux religieux pour garantir le maintien du pouvoir et imposer la stabilité. Pour les ulémas, c'est au nom de la morale et de l'intérêt même de la religion et du pouvoir qu'ils réclament la suprématie politique. En parlant de liberté, les ulémas veulent protéger leur autorité dans la sphère religieuse et défendre leurs projets réformistes. La notion de liberté utilisée par les penseurs réformateurs, écrit Abdelalaroui, se rapporte à l'homme en tant qu'être social. Le domaine de l'analyse libérale, celui de l'organisation politico-productive, n'est pas couvert par la notion de liberté telle que l'utilise l'islam traditionnel. L'évolution socioculturelle est le reflet d'une volonté de libération politique qui s'est bien caractérisée en Égypte, sous le règne de Muhammad Ali. Mais il est important de remarquer, avant même d'exposer les idées de quelques penseurs arabes et leur conception de la sécularisation, qu'entre l'histoire réelle et le discours de la pensée, il y a souvent confusion. La confusion se trouve à la fois dans les faits, les démarches et le vocabulaire même des penseurs arabes. Leur position à l'égard des questions politiques, leur regard sur les transformations sociales et économiques se replie, toute proportion gardée, sur le passé. Entre l'interprétation morale des faits historiques et les conditions sociales et politiques qui marquent le monde arabe, se pose la question de l'ère spatio-temporelle, pour reprendre la terminologie foucaldienne. Car le discours de la pensée arabe se caractérise par une sorte de discontinuité qui néglige souvent les comportements politiques et les conditions sociales et religieuses nécessaires pour la réussite du projet de sécularisation. Dans les paragraphes suivants, nous présentons les rapports entre le politique et le religieux sous le règne de Muhammad Ali, et la position des élites religieuses vis-à-vis de sa politique pour mettre en lumière le processus de sécularisation qu'il avait mené et l'influence qu'il a eue sur les élites intellectuelles. I.1.2. La sécularisation institutionnelle sous Muhammad Ali. D'origine albanaise, de formation militaire, Muhammad Ali, 1769 à 1849, est le seul gouverneur dans le monde arabe qui a réussi durant le XIXe siècle à imposer des réformes politiques et économiques radicales. Jamais l'Égypte n'a connu une telle modernisation sur le plan social, politique et économique. Personnalité complexe, Muhammad Ali est entré dans l'histoire égyptienne comme le symbole d'un monarque absolu. Depuis son arrivée au pouvoir en 1805, il mène une politique de développement et de progrès qui va toucher tous les secteurs. L'éducation et la modernisation des institutions étatiques font partie de ses principales priorités. Tout commence par la formation des élites intellectuelles à l'étranger. La première promotion des étudiants égyptiens se dirige vers l'Italie en 1813. La seconde, qui prend par ailleurs le nom de Muhammad Ali, se dirige vers la France en 1826. 44 étudiants quittent l'Égypte pour étudier les sciences militaires, l'ingénierie, la mécanique, la médecine et l'histoire sous la direction de Jomard. Grand admirateur de Napoléon dont il s'inspire pour construire un État moderne, Muhammad Ali commence son plan pour la civilisation de l'Égypte par l'instruction, grâce à l'aide de la France. Il provoque ainsi une fermentation d'idées et de mouvements sociaux et politiques d'une grande intensité. La politique de Muhammad Ali précède même les réformes menées par les Turcs, connus sous le nom de Tanzimat. L'Égypte, étant formellement une partie de l'Empire ottoman, a entamé des réformes fondamentales qui ont touché certains aspects concernant la juridiction et l'organisation de la vie politique. Muhammad Ali décide de constituer le premier ministère de l'enseignement en 1836, dont la principale mission est l'organisation des écoles qui étaient en général sous le contrôle des institutions religieuses. La modernisation de l'enseignement avait pour finalité principale d'aligner le système éducatif égyptien sur celui en vigueur dans les pays européens. Sous son règne, le mouvement de traduction des œuvres en langues européennes a eu un impact positif. L'imprimerie et la traduction permettent la découverte de la pensée libérale européenne. Un mouvement qui n'a de précédent que celui entamé par le calife abbasside al-Mamun au IXe siècle.
Muhammad Ali voulait surtout limiter le rôle de la très prestigieuse institution Al-Azhar et l'influence de ses ulémas qui pourtant avaient soutenu son arrivée au pouvoir en 1805. La position de Muhammad Ali à l'égard de l'institution Al-Azhar et ses ulémas révèle en effet sa politique de modernisation et de sécularisation. Il n'admet guère que les ulémas, à travers une institution vieille de 8 siècles, deviennent des acteurs politiques et s'imposent dans la vie publique. La sécularisation de la société commence par la réforme d'Al-Azhar, son contrôle et la limitation du rôle des ulémas conservateurs. Le statut des nouvelles élites en formation n'est plus légitime par la connaissance et l'interprétation des textes sacrés, mais par l'accès au savoir moderne et d'origine occidentale. C'est dans le cadre de ce changement à long terme que les oulémas, docteurs de la loi islamique formés à l'université d'Al-Azhar, perdent graduellement le statut dont ils jouissent jusqu'alors. C'est à travers ces réformes que le processus de la sécularisation de la société égyptienne sera mis en œuvre. Les ulémas, ainsi que les cheikhes des confréries religieuses sont accusés d'inertie par les intellectuels laïcs. Les réformes de Muhammad Ali en matière d'enseignement visaient à moderniser l'enseignement, et ce en limitant l'influence des institutions religieuses qui contrôlaient presque tous les établissements scolaires. L'État moderne égyptien, qui prend place dès le siècle de Muhammad Ali, joue le rôle de transformateur du monde dans lequel évoluent les oulémas. Il l'environne de conditions nouvelles et l'institutionnalise graduellement. Dans le même temps, il le définit, lui impose ses limites, le cantonne à un espace qui peut prendre des formes et des étendues diverses. L'influence et l'ingérence des ulémas dans la vie publique étaient telles que leur pouvoir dépasse celui des gouverneurs. La politique de réforme de Muhammad Ali consiste notamment à ouvrir des écoles et des instituts de formation non contrôlés par les ulémas. L'enseignement dans ces nouveaux établissements est neutre et séculier. Il est assuré sur pied d'égalité pour les garçons et les filles. Mais les relations conflictuelles entre le pouvoir égyptien et Al-Azhar après l'intervention de l'État dans la gestion des affaires d'Al-Azhar, et pour utiliser le langage wébérien, la gestion des biens du salut, et surtout la confiscation des waqf, biens de main morte, ont eu des répercussions immédiates sur le processus de sécularisation. Ces réformes sont considérées comme une politique qui se fait au nom de la justice sociale, et donc au nom même de l'islam, pour mettre la religion à l'abri de toute influence politique des élites traditionnelles et de l'institution Al-Azhar en particulier. La politique de sécularisation menée par Muhammad Ali avait pour but d'imposer l'autorité de l'État et faire triompher le politique que représente son pouvoir exécutif en écartant les ulémas et leur autorité de la sphère publique. C'est une sécularisation institutionnelle, qui consiste à rendre de plus en plus autonomes des institutions contrôlées par les religieux. En parallèle, Muhammad Ali devait faire face aux idées de certains moralistes et penseurs traditionnels d'Al-Azhar qui tentèrent de ranimer et ressusciter les théories du califat. Après avoir assumé la fonction de gestionnaire du capital religieux et gardien de la tradition, et avoir disputé l'audience des saints locaux, leur rôle politique se voit affaibli et amoindri, et l'influence sociale qu'ils exerçaient devient restreinte. Bien loin de remplir les tâches critiques et interrogatives de l'intellectuel, les ulamas ont donc conservé et développé leur rôle de clercs dépendants du pouvoir politique, mais cherchant toujours à se rendre indispensables, ne serait-ce qu'en s'instituant comme médiateurs entre des classes en voie de stratification. La politique de Muhammad Ali, consolidée par les nouvelles institutions étatiques, n'exprime pas selon la lecture de ces moralistes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.